La conscience est définie comme la perception instantanée d'un événement à partir d'une mémoire instantanée de la perception. Il s'agit d'une compréhension instantanée de l'expérience actuelle. La conscience s'intègre dans les différentes incarnations sur le plan astral, mais aussi sur les plans physiques et mental. Récemment, de nombreux événements tragiques ont sensibilisé les gens sur les problèmes mondiaux et peuvent être considérés comme un karma collectif. L'état des Indiens, qui représente une période difficile, s'applique principalement aux pays développés, tandis que les pays sous-développés continueront de lutter. Il existe une possibilité de conflit mondial à l'avenir, mais ce n'est pas nécessairement inévitable. Il est dit qu'une personne qui acquérera tous les pouvoirs aura une autorité sur les extraterrestres et reviendra sur Terre. En ce qui concerne les initiés, un initié ascendant est axé sur l'humain et apprend, tandis qu'un initié descendant est axé sur ce qui est au-delà de l'humain et ne comprend pas pleinement l'humain. Il travaille en collaboration pour faire progresser l'évolution de l'humanité. Connaître la source de son esprit peut être bénéfique du point de vue supramental, mais nuisible du point de vue astral. Une expansion de conscience permet de vivre des expériences dans des espaces-temps différents par rapport au temps présent. L'initiation solaire dépend du karma individuel, mais une fois l'ego détaché du karma, le karma individuel de basse condition diminue. Les expériences de transe peuvent nuire, car elles peuvent conduire à explorer des mondes qui sont loin de notre réalité évolutive. Selon les informations fournies, la perception en transe peut apporter une certaine couleur à notre perception du monde réel, mais peut également causer des dommages au système cérébral en raison des conflits entre la perception en transe et la perception hors transe. De plus, cette perception en transe stimule la sécrétion endocrinienne, ce qui peut surénergiser le corps physique et causer des problèmes. L'auteur remet également en question le nombre élevé de corps humains par rapport au nombre d'intelligences présentes, et suggère qu'il pourrait être plus écologique et efficient d'avoir moins de corps intelligents. Il explique que toutes les réincarnations sont en réalité des excarnations, et que la mort peut conduire à la dissolution de l'incarnation chez plusieurs personnes. Les personnes décédées peuvent être absorbées par d'autres ou retenues près du plan planétaire, donnant lieu à des fantômes. De plus, il est suggéré que la réincarnation se produit généralement dans les mêmes lignées familiales, bien qu'une famille adoptive puisse également être inclue dans cette lignée. Finalement, l'auteur mentionne qu'en cas de décès simultané de deux personnes, leur égrégore ne se mélange pas sauf s'ils faisaient partie du même faisceau espritique. En ce qui concerne le déménagement, l'auteur suggère qu'une personne devrait prendre sa propre décision en fonction de ses propres connaissances et poser des questions plus impersonnelles pour obtenir des conseils adaptés à sa situation. Il est évident que certaines choses dans nos maisons peuvent nous nuire en nous attachant à nos archétypes et à un karma du passé. Il est préférable d'être associé à un karma de l'avenir et de se nourrir de sentiments d'amour et d'émerveillement pour construire notre double éthérique. Beaucoup de personnes comprennent des choses, mais elles se sentent isolées et ont du mal à s'affilier à d'autres. Cela est dû au conflit intérieur entre l'individualité et le collectivisme. Il est important de se rappeler que nous sommes entourés de gens intelligents qui peuvent comprendre. Certains individus qui se sentent isolés ont du mal à accepter que d'autres personnes soient de leur niveau et ont tendance à s'isoler. Cette forme d'orgueil les empêche d'interagir avec les autres. Il est donc important de communiquer et de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Certains peuvent avoir du mal à comprendre et à accepter que nous ne sommes pas des humains normaux, mais il faut persévérer et communiquer avec eux de manière adaptée. Ceux qui restent isolés sont confrontés à leurs propres problèmes d'égoïsme et de conviction d'être les seuls. Mais lorsque nous nous approchons d'eux et que nous communiquons de manière normale, ils se rendent compte que nous sommes des humains comme les autres. Le texte évoque l'importance de l'interaction sociale et de l'acceptation de soi dans un groupe. L'auteur encourage les individus à se rapprocher des autres, même s'ils se sentent différents ou anormaux. Il souligne que c'est nourrissant et énergisant de rencontrer des gens, même si on ne parle pas beaucoup. L'Église est également mentionnée comme un lieu où l'on peut puiser de l'énergie, mais il est souligné qu'il faut être conscient des mécanismes en jeu et ne pas se laisser tromper par la manipulation. En somme, l'auteur encourage les individus à être eux-mêmes et à trouver du réconfort et de l'énergie dans les interactions sociales. L'individu déclare que les religions sont toutes esclavagistes et frauduleuses, enfermant les êtres humains dans des contraintes et des obligations. L'Église est décrite comme un lieu de libération temporaire, où l'énergie libérée est canalisée vers le ciel. Cependant, une fois à l'extérieur de l'Église, les mêmes problèmes et conflits se reproduisent. La personne affirme qu'il est préférable de ne pas aller à l'Église du tout, car cela draine l'énergie,
mais si on y va, on peut en tirer un certain bénéfice. En revanche, il est conseillé de ne pas méditer pendant la période des fêtes, mais plutôt de rester neutre pour éviter de se laisser submerger par l'énergie émotive. Dans cette conversation, l'interlocuteur exprime son aversion pour la musique de Noël qu'il considère comme répétitive et stressante. Il souligne que les Juifs ne célèbrent pas Noël et suggère de créer une fête alternative plus intéressante. Il aborde également la question des délégués du comte de Saint-Germain, expliquant qu'ils ne se rencontrent pas tous physiquement, mais travaillent ensemble selon les besoins. Enfin, il répond à une question concernant le choix d'une nouvelle direction de vie, indiquant que tant que la personne ne s'est pas stabilisée dans une nouvelle orientation, il est difficile d'écrire ou de prévoir l'avenir. Il conseille plutôt de s'associer à ce qui semble le plus intelligent et de laisser les choses se mettre en place naturellement. Dans cette réflexion, il est suggéré qu'il est important de rester ouvert et disponible pour les opportunités qui se présentent. Parfois, il est possible de percevoir un futur possible transmis par quelqu'un d'autre, et si cela résonne harmonieusement, c'est une bonne indication. L'ego joue un rôle dans nos expériences et il est normal qu'il ait des préférences. Cependant, il est important de ne pas laisser l'ego influencer notre conscience de manière négative. Il est recommandé d'être fidèle à soi-même et d'exprimer qui nous sommes réellement. Le changement et l'adaptation peuvent prendre du temps, mais plus on attend, plus il est difficile de s'adapter aux différences. En ce qui concerne la richesse, il est suggéré que les projets qui privilégient l'intelligence sont plus susceptibles de mener à la richesse. Les personnes qui héritent de richesse ne sont pas nécessairement celles qui privilégient l'intelligence. Est-ce celles qui ont bâti leur propre fortune par le biais d'affaires et d'entrepreneuriat? Finalement, il est souligné que notre réalité actuelle est le résultat des actions des générations passées, et il faut du temps pour que les cycles de réincarnation se manifestent. Ce texte met en avant l'importance de l'intelligence dans la construction de structures et de sociétés prospères. L'auteur souligne que certains pays et personnes ont réussi grâce à leur intelligence, leur créativité et leur capacité à innover. Cependant, il fait également part de sa vision d'un cycle inévitable de succès et de déclin, où les structures finissent par s'effondrer. Il suggère que, face à cela, il est nécessaire de partir vers de nouvelles structures, plutôt que de s'attacher à celles qui sont vouées à décliner. L'auteur affirme que l'intelligence est contre la masse, mais précise que la masse est contre l'intelligence. Il explique également que trouver sa place et sa formation est simple, quand tout va facilement, c'est notre voie, et quand cela devient difficile, ce n'est pas fait pour nous. Il encourage donc les individus à trouver ce qui résonne en eux et à suivre cette voie pour réussir. Il est dit que pour réussir dans un projet, il faut déterminer à l'avance les limites que l'on se fixe en termes de travail et de résultats. Par exemple, si l'on veut vendre un produit, on peut décider d'acheter un certain montant de ce produit, de fixer une durée de travail et de déterminer combien d'unités on doit vendre pour atteindre la moitié de l'inventaire. Il est important de garder à l'esprit sa marge de profit et de s'adapter en fonction des résultats. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les efforts fournis, il est nécessaire de revoir sa stratégie et de déterminer de nouveaux paramètres. Il faut également éviter de s'engager dans des projets qui ne correspondent pas à nos capacités ou à nos aspirations. En fixant des limites et en se donnant des objectifs réalistes, il est possible de déterminer si un projet est fait pour nous ou non. Les possibilités où il est vraiment important d'être intelligent sont rares. Par exemple, si vous jouez à la roulette russe, vous avez une chance sur 3 que la balle parte. Il faut donc que l'intelligence vous dicte si la balle est chargée ou non. De même, vous pouvez lancer une pièce de monnaie pour décider si vous devez faire quelque chose ou non. Il est également possible de chercher des formations et des partenariats en parlant à des personnes comme Mario Gosselin. Il existe déjà des structures établies où vous pouvez vous inscrire, mais si rien n'est disponible, vous pouvez rencontrer des personnes et établir une nouvelle structure. En ce qui concerne la loi 101, il est difficile de dire si Robert Bourassa la protégera ou non, car il est coincé entre le risque de perdre les élections s'il la protège ou de les perdre s'il ne la protège pas. Cependant, le fait d'avoir des lois pour protéger une langue est complexe et il est préférable de faire ses achats dans des endroits où on vous parle dans la langue de votre choix. Dans ce discours, l'individu exprime son préférence pour être servi en français dans les magasins français, évoquant une mécanique énergétique. Il souligne que cela ne relève pas de la politique, mais simplement de sa préférence personnelle. Il estime qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une loi pour protéger la langue, car il suffit de choisir de ne plus utiliser des mots étrangers.
L'individu fait également référence à la loi 101 au Québec, et affirme que les Québécois doivent se tenir debout pour défendre leur langue, plutôt que de casserait vitrine. Il soutient qu'en affichant en français et en choisissant de ne plus acheter chez les commerçants anglophones, ceux-ci finiront par s'adapter à la demande des francophones. L'individu conclut en affirmant que la langue anglaise n'est pas dangereuse et que les anglophones ne sont pas une menace, mais que si le Québec souhaite préserver sa langue, cela ne se fera pas grâce à des lois mais par les choix individuels des citoyens. La personne exprime son mécontentement concernant le manque de français dans les commerces et propose l'idée d'une loi pour réglementer cette situation. Elle compare la politesse des Japonais avec la nécessité pour les Québécois de s'adapter aux anglophones. La personne souligne l'importance de mettre les termes en français sur les produits importés et mentionne que les Américains le font pour vendre au Canada. Elle aborde aussi la question de l'adaptation aux différents environnements, comme le fait de ne pas fumer chez les autres. Elle informe également que les conférences et cours PMC auront lieu dans des hôtels et des salles spécifiques, sans préciser de détails. La personne pose une question sur la maîtrise de soi et l'acceptation de son être, ainsi que sur la plurilocalisation du comte de Saint-Germain. Elle demande si le faisceau lazarien passe par notre Soleil et pourquoi le nombre de 14 faisceaux est arbitraire. Elle explique que ce nombre dépend de la capacité de réception des longueurs d'onde par les individus et que certains faisceaux peuvent être mineurs ou émaner d'autres serveurs énergétiques. Il existe de nombreuses formes différentes d'énergie assimilée, dont 12 formes majeures d'énergie classique. Le processus effusionnel bloqué est un terme utilisé pour décrire un état où une entité accumule suffisamment de mémoire pour développer un ego et une identité en tant qu'être été. Les doubles éthériques au centre de la galaxie servent de véhicules collectifs, permettant le transport de la conscience à travers différents systèmes galactiques. Un double éthérique est un véhicule qui peut permettre le transport séraphique d'un système galactique à un autre. Ces doubles éthériques sont composés de 2 météorites primaires et peuvent cumuler une quantité importante d'énergie, permettant la circulation et le transport de phénomènes de conscience à travers la création. La construction d'un double éthérique cosmique nécessite une somme énergétique similaire. Il y a un transfert énergétique associé à la formation des doubles éthériques terrestres, qui envoient des énergies vers d'autres mondes. Les doubles éthériques sont constitués grâce aux effusions conséquentes dans ces mondes. Dans un futur proche, des réunions auront lieu au sommet à travers ces doubles éthériques. Il existe un faisceau énergétique de nature bouddhique dans la galaxie. Certains êtres dirigeants sont infusés à travers les mondes évolutionnaires, mais une partie de leur énergie retournera vers ces doubles éthériques. Le texte parle de l'arrivée d'un 15e faisceau d'énergie, provenant d'une autre galaxie, qui perturbe les individus en affinité avec la conscience supérieure. Ce faisceau apporte une nouvelle expérience et de l'information supérieure, provenant d'un monde différent qui n'a pas connu l'évolution comme nous la connaissons. Il est décrit comme un phénomène intéressant car il catalyse l'évolution supérieure de certains individus en apportant une mémoire galactique. L'univers lui-même est décrit comme une entité qui évolue et se dissout pour ensuite se régénérer en tant qu'entité. Le texte conclut en encourageant à ne pas fêter Noël mais à s'amuser, et en annonçant une prochaine conférence sur l'intelligence supplémentaire et la réussite.